Secondly, we have Albert Bahana, représentant du Congo. Donc, c'est le leader de l'organisation paysanne du Congo. Après, on a Olena Borodina, du département de l'économie, de la transformation économique. Et elle représente les scientifiques ukrainiennes. Ensuite, on a Morgane Audi, la coordinatrice de la Via Campesina, basée en France. Elle a un doctorat en affaires internationales et est membre active de l'association paysanne qu'elle représente. Vous avez 10 minutes pour votre présentation. Bonjour Abou Saïf, bonjour. Merci à tout le monde pour m'accueillir. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. C'est un plaisir de vous faire part de notre présentation sur le sujet de l'alimentation en temps de guerre. Je viens de Bestein, je travaille pour une organisation agricole qui s'occupe aussi le soutien et la facilitation vis-à-vis des paysans et des consommateurs pour l'alimentation, la nourriture et les ressources. Je vais essayer de couvrir le plus possible dans les 10 prochaines minutes. Vis-à-vis de la situation alimentaire, la quantité de nourriture dans cette période très critique dans notre région, nous sommes très fiers de représenter cette zone géographique à travers la Via Campesina comme des membres et des leaders de l'organisation dans la région. Notre zone est affectée par des guerres, ce qu'on appelle le printemps arabe, même avant. Il y a eu des guerres en Irak et des crises. Et tout a changé dans cette zone géographique. Et le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'alimentation et l'insécurité alimentaire a augmenté. Environ 70% dans cette zone, comme par exemple en Syrie, en Irak, en Libye ou d'autres pays où la situation politique n'est pas stable. Les gens ne savent pas comment avoir accès à la nourriture et comment s'alimenter. Quand on parle de la guerre, il est très important de faire la différence entre la guerre ou d'autres raisons de crise qui sont responsables pour le manque d'accès à l'alimentation. Donc, l'approvisionnement. Il ne s'agit pas seulement de guerre. Bien sûr, quand on parle de guerre, la guerre, même si elle est longue, elle va, à un moment donné, elle va terminer. Mais dans d'autres situations, comme en Berestein, cela fait 70 ans qu'on souffre de manque d'accès à l'alimentation. Il y a beaucoup de pression sur les ressources, sur la livraison d'aliments aux personnes. C'est très compliqué. Il y a d'autres facteurs qui influencent la production suffisante d'aliments pour les personnes qui habitent dans notre zone géographique. Surtout le changement climatique est un facteur important. Cela fait peut-être 20 ans que dans cette région, nous souffrons des séquelles de la crise climatique. Et cela augmente dans certaines zones géographiques et cela se change dans d'autres zones. Mais il n'y a pas assez de nourriture
pour les gens. Par exemple, en Syrie, avant 2011, ils étaient autosuffisants et ils arrivaient à alimenter leurs citoyens. Aujourd'hui, comme vous savez, dans notre région, le blé est un peu comme quelque chose de fondamental pour nous. Après, la guerre a commencé en 2011 et la première chose est que les paysans n'ont plus eu accès à leurs fermes. Donc, leurs cultures ont été attaquées dans plusieurs régions. Et de plus en plus de zones de pays ont été affectées par la guerre. Entre 2010 et 2013, la Syrie a perdu environ 50% de leur terre agricole. C'est difficile dans notre région de faire face à cette crise. Il n'y a pas de plan B. Un peu pour le régime politique qu'on a dans cette zone, nous avons simplement perdu la souveraineté alimentaire et des millions et de millions de personnes ont perdu l'accès à l'alimentation. On est redevenu un pays en sécurité alimentaire. Donc, si on passe maintenant à la guerre en Ukraine, disons que 50% de leurs ressources de blé nourrissaient des millions de personnes. Pour l'Égypte, 50% dépend de blé qui vient de l'Ukraine. Après la guerre, ceci s'est arrêté, ou en tout cas, c'est à diminuer. Les prix augmentent en flèche et cela limite la possibilité des gens d'accéder à la nourriture. Il y a beaucoup de pression. Au Liban, c'est la même chose. C'est une crise différente qui est très lourde sur les personnes, sur les gens. Aussi en Ukraine, les paysans n'ont pas accès à leurs fermes. Après, si on ajoute le Covid, est un autre exemple important quand on parle de manger en temps de guerre, parce que l'impact du coronavirus a été même plus grave que l'impact de la guerre. Il y a des millions de personnes dans la région qui sont trouvées confinées et ils n'avaient pas de stock de nourriture. Donc, on a juste un peu de stock pour quelques semaines. Et on n'était pas prêt à l'impact du coronavirus. Dans le système politique et dans le régime politique, il n'y a pas de planification à long terme. Ils ne pensent qu'au court terme. Il y a un autre exemple, tout comme les personnes sont restées un peu coincées, sans ressources et sans accès à la nourriture. Nous croyons que comment on gère cette situation si critique, il y a un bon exemple, non seulement dans notre région, le fait que 3 crises combinées, donc la guerre, la Covid et la crise climatique, ont ramené à la 4e crise, c'est la faim. La faim est très lourde dans cette zone. Dans ces pays, 70% souffrent de la faim. Autour du monde, il y a plus, selon les sources de la FAO, il y a plus d'1 milliard de personnes qui souffrent de la faim. Comment on peut se préparer pour le futur? Comment ce qu'on devrait faire, ce qu'on doit faire, parce que le monde va continuer et la guerre va continuer. Qu'est-ce qu'on faut faire? Je pense
que nous devons nous focaliser sur les petits producteurs et les petites fermes. Parce que dans certaines circonstances comme celle-ci, il est nécessaire de donner la possibilité aux paysans d'avoir accès aux ressources. Pendant la guerre et pendant la pandémie et pendant d'autres crises, les grandes entreprises peuvent facilement survivre. Même les gouvernements qui auront perdu la possibilité de donner du travail. D'autres coalitions, d'autres groupes ne peuvent pas continuer. Mais la seule personne qui peut vraiment survivre, c'est le petit paysan. Parce qu'ils peuvent gérer leur ferme, leur production. On les appelle les petits paysans parce qu'ils cultivent 1, 2, 3 hectares. Ils sont nombreux, un peu éparpillés partout. Et ce n'est pas facile de les contrôler facilement. Donc, après le confinement, ils sont déplacés, ils ont commencé à produire de la nourriture par eux-mêmes. Je ne dis pas que la situation est redevenue normale grâce à eux, mais en tout cas, la situation a amélioré par rapport à comment c'était. Ça, c'est la première chose. Le deuxième aspect, c'est la question politique sur des zones frappées par la guerre. Et c'est connecté au prix. Les prix montent en flèche. Parfois, ça 20-30% d'augmentation. Il y a aussi le problème à l'accès à l'énergie dans la région. Donc, avec les investissements en petite échelle, qui soutiennent le paysan, qui puissent avoir d'accès aux ressources et qui puissent activer la notion de souveraineté alimentaire, je pense que c'est quelque chose qui peut aider à surmonter les crises. Je suis désolée, votre temps de parole est terminé. Je sais juste ajouter une chose encore. Nous ne parlons pas d'un problème de distribution, mais un problème d'accès aux ressources et à la nourriture. Seulement le Soudan, il y a 50% de la zone qui peut être cultivée. Cela est énorme et qui peut être cultivé. Mais à cause de la guerre, nous n'avons pas accès à ces terres. Donc, ce n'est pas un problème de distribution, c'est un problème de guerre. Et c'est la nécessité de développer un nouveau modèle où les personnes peuvent faire face à la guerre facilement et devenir des producteurs dans leur région. Merci. Merci pour votre présentation. Avant la prochaine présentation, il y a une série de problèmes. La faim, l'inégalité, le conflit. Et aussi le prix élevé de la nourriture. Le droit donc à l'alimentation est à risque. Et aussi le droit d'accès aux ressources. Nous allons passer maintenant au deuxième intervenant, à Albert Bahana, partager la situation au Congo. Au Congo. 10 minutes pour parler, Albert. Albert, vous êtes là? Non, je ne le vois pas.
Donc, comme on attend Albert, on va passer au prochain intervenant. Olina Bolodina, elle va partager la situation. Vous avez donc 10 minutes, Elena. Merci beaucoup. Je vais éteindre la caméra pour que vous puissiez m'entendre mieux. Pour la séance d'aujourd'hui, ça s'appelle approvisionnement en nourriture pendant la guerre électronique. Ceci est très important pour la situation d'aujourd'hui. Cela rappelle au monde entier la pression de la Russie contre l'Ukraine et leur empêcher vraiment l'accès à la nourriture. Cela doit être considéré comme un des droits fondamentaux. Le droit à l'alimentation, à la nourriture, c'est un droit fondamental pour tous les citoyens du monde. Il faut comprendre que la nourriture, un produit, c'est juste une marchandise. Mais en fait, ce n'est pas de ça dont on a besoin. Ça ne montre pas qu'on essaie de fonctionner différemment. Quand on voit ce droit être complètement bafoué, aussi dans les temps de crise, le gaz influence beaucoup la qualité de la vie. Donc, on parle de système de production, de système d'approvisionnement de différents produits. C'est le résultat donc, de l'action militaire sur le territoire ukrainien. Ça décrit tout le cycle de production et tout le cycle d'approvisionnement. Comme les Nations Unies disent, cette destruction connectée à des questions militaires dans des pays où il y a des producteurs à des petits producteurs, et dans des pays où il n'y a pas de paysans, de petits producteurs, c'est des petits paysans. Il y a 70 millions de personnes sur la planète en 2010 qui demandaient plus d'alimentation. Aujourd'hui, en Ukraine, dû au système d'alimentation mondiale qui se développe en Ukraine et qui va être à mettre en place en 2023, là, quand même, ne permettra pas aux Ukrainiens d'avoir un approvisionnement stable en nourriture. La guerre qui a été lancée par la Russie en Ukraine oblige les personnes à migrer de différentes régions vers d'autres régions d'Ukraine et aussi en dehors de l'Ukraine. Je voudrais rappeler que le problème, c'est les commerces. Environ 80 millions de personnes en Ukraine ont besoin de solutions et ces solutions devaient être immédiates. Le fait que la Fédération russe utilise la faim comme un moyen de continuer la guerre, de promouvoir la guerre, est très arrogant.
Cette année, les Nations Unies ont dit que 20 pays dans le monde vivent une situation catastrophique causée par l'insécurité alimentaire. En Ukraine, le droit à l'approvisionnement alimentaire est très important parce que les Russes détruisent tout notre terrain a été détruit. Ils ont apporté beaucoup de dommages dus à leurs interventions militaires et la guerre. Nos champs ne peuvent pas être travaillés. Il y a beaucoup de feux sur les champs et la chaîne alimentaire est complètement interrompue. La récolte ne peut pas se faire. En plus, tout cela nous amène au fait que les prix des produits alimentaires sont extrêmement élevés. Les ménages des agricultures doivent mettre leurs produits sur les champs. Ils ne peuvent pas plus les apporter dans les magasins et les vendre comme à l'époque. Et la situation est de plus en plus grave d'un jour à l'autre. Cette année-ci, en fait en 2022, à peu près 46% de systèmes d'entreprises alimentaires avaient des soucis de production. Le marché ou les marchés locaux en Ukraine ne pouvaient pas recevoir la nourriture. Ceux qui importaient de l'Ukraine ne peuvent plus le faire. Et selon la Convention de Genève, la faim est interdite, il est interdit de l'utiliser comme outil ou instrument de guerre et ainsi de détruire la terre arable, la terre agricole. Nous comprenons bien que maintenant, la Fédération russe utilise la faim comme arme politique. Et nous aimerions bien adresser une demande à la communauté internationale. On demande qu'on accuse la Russie, la Fédération russe, pour l'utilisation de la faim comme arme politique. Nous proposons d'organiser un système qui nous permettrait d'attirer plus d'attention sur ce qui se passe pour l'instant et de faire réagir les responsables d'appliquer la loi internationale sur les systèmes politiques, les systèmes judiciaires. Il faut trouver une solution à ce problème. Il faut que les responsables au niveau international répondent, qu'ils réagissent à ce qui se passe. Nous aimerions appeler à la conférence de Genève, organiser en fait la conférence avec les membres de Genève afin de comprendre les autres que la faim qu'ils utilisent chez nous est très agressive et qu'elle est créée d'une manière artificielle et qu'elle affecte ou qu'elle touche beaucoup plus de personnes. Et il faut tirer des leçons de la crise par laquelle on passe pour l'instant. La crise en Ukraine nous a fait comprendre que les agricultures familières sont très flexibles, surtout maintenant, en ce moment des actions militaires.
ils ont montré leur capacité, leur capacité de passer par la guerre en offrant les produits alimentaires, et pas uniquement aux communautés locales, mais également à tous ceux qui sont déplacés à l'intérieur du pays. Les familles, les foyers offrent un soutien à tous les agriculteurs locaux. Et la chose la plus importante maintenant en temps de guerre, c'est fournir aux gens qui ont besoin des produits de bonne qualité et les produits alimentaires. L'expérience ukrainienne nous a montré que les petits agriculteurs doivent être le centre d'attention. Et ça ne s'applique pas qu'à notre pays. Chaque système d'agriculture a été construit de cette manière que on doit faire un export plus que fournir les marchés locaux de nos produits. Et si on travaille de cette manière, si on dépend de l'export, en temps de guerre, on voit des problèmes. Et nous aimerions attirer l'attention de tous les participants et des membres des Nations Unies à la situation, leur montrer que les petites agricultures sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus agiles et qu'il faudrait tenir compte de ces systèmes, alors les adapter aux petites agricultures. Merci, Olena. Merci d'avoir présenté la situation en Ukraine. D'un côté, il y a ce problème alimentaire parce que les politiques russes ont décidé d'utiliser la nourriture comme arme, ou plutôt faim. Et des exemples que vous avez montrés sont vraiment bien, qui démontrent qu'une petite agriculture peut fournir le nécessaire et que c'est important de tenir compte des producteurs à petite échelle. On va continuer maintenant avec Albert. Maintenant, je vous vois, je crois. Vous avez 10 minutes, Albert. Merci beaucoup pour la parole. J'éteins la vidéo parce que avec le petit téléphone ici, on risque de ne pas m'écouter. Je suis Albert Bahana, comme on a dit. Je suis de la Confédération paysanne du Congo et membre du CCI de la Via Campesina. Pour notre sujet d'aujourd'hui, je vais parler succinctement sur l'agriculture en temps de guerre en République démocratique du Congo. Premièrement, on va parler du contexte. En République démocratique du Congo, les nombreux conflits armés et la crise climatique secouent le pays depuis plus de 2 décennies et qui ont connu une intensification depuis 2016, notamment dans l'Est et le Sud-Est du pays. Et cela a provoqué des déplacements massifs, dramatiques de populations rurales qui ne vivent que de l'agriculture. Les paysannes et paysans de la République démocratique du Congo mangent parce qu'ils peuvent cultiver et récolter. Mais 4,5 millions de paysans et paysannes déplacés dans ces zones rurales. Ce sont des paysans qui n'ont pu continuer à cultiver. Cela a continué pendant plusieurs saisons agricoles et la situation s'est détériorée avec le temps. D'après une étude menée par le PAM, environ 13 millions de Congolais
vivent dans une insécurité alimentaire extrême, dont 5 millions d'enfants, et les évaluations en cours montrent que la tendance à l'aggravation de l'insécurité alimentaire est persistante. Le déplacement des populations rurales sont fréquentes, mais ne sont pas parfois nécessaires de longue durée. C'est-à-dire ici, les populations telles qu'elles sont angoissées par les guerres, ils ne font que fuir, ou parfois sont des choses de petite durée, mais malheureusement, tellement qu'ils sont angoissés, et ils décident de rejoindre le milieu urbain. Et ces conflits sont parfois spontanés et font que les paysans et paysannes puissent fuir leur village, et cela les empêche de cultiver comme il le faut, parce qu'avec l'idée qu'ils abandonneraient leurs terres à cause des conflits armés. Maintenant, parlons de la production agricole en République démocratique du Congo. La production agricole est faible. Elle a été gravement perturbée par le guerre, bien entendu aussi par les crises climatiques, qui ont submergé le pays depuis 1998 à ces jours. Et la production a de nouveau chuté après les accaparements des terres dans le parti Est et Sud par le multinational pour les exploitations frauduleuses de minerais. Donc, c'est là de 2000 jusqu'à ces jours. Pourquoi la production agricole est faible en République démocratique du Congo? Elle est faible suite aux principaux défis de développement rural qui pourraient solutionner de nombreux problèmes, en l'occurrence la pauvreté et les inégalités, la baisse de la production agricole et l'insécurité alimentaire chronique, l'enclavement, c'est-à-dire en République démocratique du Congo, un paysan dans un pays où il y a le calme, il peut produire, mais il ne voit pas où évacuer ses produits pour vivre. Et ils n'ont pas d'accès aux ressources naturelles. Il y a manque aussi de réformes agraires, il y a les exodes ruraux et la migration. Ceux-là sont des facteurs qui font que la production soit faible. Mais maintenant, il y a les causes profondes du faible développement agricole en République démocratique du Congo. De manière générale, le secteur agricole congolais est confronté à de nombreuses contraintes d'ordre technique, économique et institutionnel qui entravent son développement et prolongent les populations dans une situation d'insécurité alimentaire et institutionnelle aiguë. Une autre faiblesse du secteur agricole congolais est relative à sa grande dépendance aux conditions météorologiques. Les paysans ont du mal à planifier leur production à long terme, tenant compte de ces aléas météorologiques. Nous allons parler quelle est la place de l'agriculture paysanne en République démocratique du Congo. L'agriculture paysanne en République démocratique du Congo occupe 70% de la population active. Sa végétation peut supporter 40 millions de têtes de gros bétail et sa densité halieutique est estimée à 700 000 tonnes de poissons par an. Avec cette potentialité, la République démocratique du Congo est capable de nourrir environ 2 milliards de personnes au monde. Et la situation de l'agriculture à l'est et sud-est de la République démocratique du Congo. Dans cette partie de la République, depuis plus de 2 décennies, l'agriculture familiale est quasiment inexistante à cause des conflits armés injustes imposés à notre pays
par diverses puissances étrangères. Les paysannes et paysans ne savent cultiver, sachant qu'ils seront expulsés de leur terre ou communautaire. Pour manger, ces paysans attendent des aides alimentaires pour vivre, mais cela ne suffit pas pour mener une vie décente. Quelles sont les conséquences rencontrées dans cette pyramide-là? Nous trouvons qu'il y a plusieurs déplacés internes vers le centre-ville, créant le surpeuplement de populations. Et un manque de nourriture adéquate entraînant la malnutrition des enfants. Et à privation de droits sociaux économiques. Voilà de manière résumée la place de l'agriculture en temps de guerre en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci Albert d'avoir présenté la situation au RDC, République démocratique du Congo, RDC. Merci d'avoir exposé ces facteurs liés au changement climatique et aux guerres ou aux conflits armés. Merci d'avoir parlé de cette migration ou ce refuge que la population cherche dans des villes qui touchent l'agriculture. On va passer maintenant à Morgane Audi, qui va parler de la position de la Via Campesina et la manière dont elle peut affecter les zones en guerre ou en conflit, où les gens se trouvent en extrême pauvreté, affamés, sans égalité. Morgane, vous avez 10 minutes. Merci Zainal. Bonjour. Bonsoir à tout le monde. En fait, il y a des liens profonds entre les conflits et la famine. Et pourtant, ce n'est pas l'histoire que j'essaye ou que... En fait, l'histoire qu'on nous raconte dans le monde occidental. L'année passée, 2022, toute l'année, on écoutait que les pays du Sud seraient confrontés à la situation précaire alimentaire à cause de la guerre en Ukraine. Dû à des problèmes sur les marchés qui ont été interrompus. Et c'est vrai qu'on est confronté à la crise alimentaire, la pire depuis 2020. Plus de 828 000 de personnes se confrontaient à l'insécurité alimentaire, ce qui est plus de 100 000 de plus qu'en 2019. La situation est sérieuse et grave. La famine touche tous 245 millions de personnes. Cette situation a commencé bien avant la guerre en Ukraine. Bien avant. Et c'est surtout la crise des prix en agriculture, les prix des produits alimentaires et de la matière primaire ont commencé à augmenter déjà en 2021. Et c'était lié aux spéculations très élevées. On voit les tendances sur les marchés alimentaires mondiaux qui sont complètement manipulés. Et donc, les prix des produits alimentaires ou agricoles
sont devenus complètement fous et on est confronté à un problème depuis le printemps 2022, un printemps depuis lequel les prix ont commencé un peu à se stabiliser par rapport à 2021. Mais ce qu'on peut dire, c'est que beaucoup de pays du Sud sont fort fragilisés à cause de ces spéculations sur le marché agricole. Beaucoup de pays ont perdu leur souveraineté alimentaire, la capacité de produire la nourriture pour tout le monde. Et ce n'est pas un hasard. C'est lié à la mauvaise politique, le Fonds monétaire international et la politique des années 80 et 90. Ça a poussé tous les pays à donner la priorité ou à mettre la priorité à l'export des produits agricoles et au lieu d'avoir une production stable pour nourrir leur propre peuple. Et beaucoup de peuples, beaucoup de pays dépendent. Ils se retrouvent dans une situation sans issue. Ils ont des problèmes pour donner un soutien à leurs agriculteurs. Ils ont arrêté, ils ont commencé à mettre en premier lieu l'export de leurs produits vers d'autres pays. Ce qui veut dire qu'ils ont perdu leur souveraineté agricole ou alimentaire. Ils dépendent de l'import de la nourriture et surtout venant de l'industrie. La situation est quasi criminelle et on voit maintenant beaucoup de problèmes sur les marchés internationaux. On voit que les prix ont perdu contrôle dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays qui ne peuvent plus se permettre d'acheter la nourriture sur les marchés internationaux. Et on voit également que les pays qui ont offert un soutien à leurs agriculteurs locaux qui se trouvent dans une meilleure situation parce qu'ils ont la capacité de produire suffisamment de nourriture pour nourrir leur propre peuple. Et ces pays-là ont pu garder le contrôle du marché avec des prix minimums, le stockage public et contrôler la politique d'approvisionnement. Et ils peuvent continuer à produire la nourriture pour leur propre peuple ou population. Et ce qui est important, c'est que encore aujourd'hui, 17% de la nourriture est produite par les agriculteurs à petite échelle. Donc, ce n'est pas une seule guerre qui a créé cette situation. Et pourtant, quand on regarde la liste des pays avec la pire des situations, ce sont des pays confrontés à la guerre. Afghanistan, Éthiopie, Somalie, Soudan du Sud, Yémen. Et ce qu'on a entendu également de Palestine, Ukraine, RDC, ce sont des pays confrontés à la guerre. Et c'est là où c'est difficile pour la population de trouver la nourriture. Donc, lorsque la guerre commence, ce sont les gens qui sont confrontés à la guerre directement qui vont être confrontés à la famine. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour les petits agriculteurs de continuer de produire leur nourriture. Leurs champs sont bombardés. Ils n'ont pas accès aux ressources naturelles. Ce qu'on voit en Ukraine, il n'y a plus de gasoil pour les tracteurs. Il n'y a plus de ressources qui sont nécessaires pour les petits agriculteurs. Ils continuent, ils maintiennent leur production, mais ils n'arrivent pas à apporter ce qu'ils ont produit aux villes parce qu'il y a une grande insécurité sur les routes, sécurité routière dans des situations pareilles. Et on voit la situation, par exemple, en Haïti, avec les organisations des agricultures, on entend qu'ils perdent leur production parce qu'ils ne parviennent pas à transporter les produits aux villes. La situation est très difficile pour les agriculteurs. Ils perdent la nourriture, mais ils perdent aussi les revenus.
et ils ne parviennent pas à nourrir les villes. Et les citadins, ben, ils auraient besoin de cette nourriture. Ce qu'il faut encore dire, c'est que très souvent, les guerres sont utilisées comme outils pour renforcer la domination et l'utiliser contre la population. Très souvent, la guerre ou les guerres peuvent être un outil très puissant pour les intérêts capitalistes, impérialisme. Et on voit également qu'elles sont promues par l'industrie des armes, parce qu'il y a une grande industrie des armes dans le monde, surtout dans les pays occidentaux. Et ce sont ces industries, ces intérêts capitalistes de l'industrie des armes qui souhaitent garder les guerres, maintenir la situation en guerre. On est bien conscient de ces intérêts qui vont promouvoir les guerres pour vendre plus d'armes. On a également l'exemple de RDC qui est très clair. Albert l'a fait comprendre. La guerre a un seul objectif, c'est que les gens partent du territoire, du sol riche, plein de minéraux, pour pouvoir les extraire, pour pouvoir les exploiter. Dans beaucoup d'endroits, la guerre a pour objectif destruction de la production locale. Pourquoi? Pour imposer l'import contrôlé par les grandes entreprises agricoles. La même chose avec les désastres naturels. Au lieu d'augmenter la production locale et la facilité, on voit que c'est remplacé par l'import de la nourriture. La situation similaire est bien visible et présente en temps de guerre. Et nous, au sein de la Via Campesina, on souhaite créer des capacités pour aider les petits agriculteurs partout dans le monde, les réunir pour avoir une solidarité internationale et créer une alternative qui pourrait permettre une vraie paix dans le monde, qui se baserait sur la souveraineté alimentaire, réforme agricole et les droits humains et les droits des agriculteurs. Ça, c'est la seule alternative dans notre monde. Et il est très important qu'on continue à élargir cet internationalisme. Et c'est très bien de pouvoir avoir ces webinaires avec les gens d'Ukraine, de Palestine, d'être tous ensemble parce qu'on a besoin d'espace où on peut discuter ensemble, où on peut faire des échanges et comprendre que partout dans ce monde, les petits agriculteurs sont constamment attaqués par des intérêts différents qui souhaitent leur voler leurs ressources et les utiliser contre les gens. Nous souhaitons la paix, mais la paix équitable. Je vais m'arrêter bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais la Via Campesina participe également dans les processus de paix. Par exemple, on est les garants de l'accord de paix en Colombie parce que, comme on le sait, là-bas, il y avait la guerre civile pendant des décennies et on souhaite une vraie paix, mais elle est possible uniquement avec une réforme agricole. Et on suit le processus de cet accord afin de faciliter cette réforme agricole et de montrer la justice sociale. On a des groupes des paysans dans les pays confrontés à la guerre ou en situation de conflit ou situation difficile, afin qu'ils puissent analyser la situation et la comprendre. En Palestine, on a eu au moins deux fois la délégation qui est partie, une ou deux fois qui est partie en Palestine pour mieux comprendre la situation là-bas, et on planifie le faire en Haïti. On craint
une intervention militaire internationale là-bas et on essaie de lutter contre. Et je vais m'arrêter là en disant que c'est très bien de le dire. On est dans une situation très difficile. On passe par la crise climatique et on voit de plus en plus de guerres. Et c'est justement en ce moment-ci, que c'est important de voir des mouvements sociaux, de mouvements des agriculteurs contre la militarisation, parce que la militarisation sera toujours contre les gens et surtout contre les agriculteurs. C'est très difficile, c'est vrai, mais on doit investir des efforts et travailler contre la logique d'impérialisme et contre la militarisation. Je vous remercie.